Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 29 novembre 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver chers amis, heureux de vous retrouver dans un marché crypto toujours sous l'influence de cette affaire FTX, mais un marché crypto qui s'est stabilisé. Alors, d'après vous, y a-t-il eu la capitulation? Non, je vous pose la question parce que beaucoup, une majorité, appellent à une dernière capitulation. Un dernier effondrement, un séchage de la majorité, appelle à un mouvement de marché qui ferait dire au JT de TF1 ou de France 2 ou que sais-je encore, que le marché va à zéro. Bref, une ultime capitulation qui serait le bon timing pour revenir à l'achat. C'est le sujet que j'ai envie de traiter ce mardi. Pour certains, la capitulation n'a pas eu lieu, pour d'autres, oui. Mais le point commun de tout le monde, c'est d'attendre. Vous savez, lorsque l'on parle, c'est cette image, cet adage qui revient souvent, enfin c'est ni une image ni un adage d'ailleurs, c'est plutôt un fait. Souvent ce que l'on dit, c'est lorsque l'on parle d'un investissement au JT de TF1 ou d'un grand média français, c'est que c'est la fin de la tendance haussière. Alors oui, c'est vrai, il y a un an, à l'automne 2021, lorsque Bitcoin était à 65 000, 70 000 et que tout le monde annonçait 100, 150 000, 200 000 dollars sur les grands médias, que l'exposition des traders particuliers était à son paroxysme et explosait à la hausse, c'était la fin. Et désormais, pour stabiliser ce marché, il faudrait la même chose en version miroir. C'est-à-dire une fuite de la majorité de ce marché, un marché qui serait condamné à aller à zéro, bref, à un moment où plus personne n'y croirait. La capitulation. Cette capitulation, selon certains critères, elle a déjà eu lieu. Je vais vous en montrer certains. Pour d'autres, sur les altes, elle n'a pas eu lieu. Enfin voilà, c'est vraiment le débat, c'est le débat du moment. On va parler de tout ça. Écoutez, moi j'ai prévu plein de choses à vous montrer, donc on ne perd pas davantage de temps. Je vais essayer de faire quelque chose de court. Je vais vous reparler des facteurs cross-asset, parce que oui, alors me direz-vous maintenant, les facteurs cross-asset, les corrélations, on s'en fiche. On s'en fiche. Parce qu'FTX aurait changé les règles du jeu. D'ailleurs, l'affaire FTX continue de pourrir ce marché. Avec, oui, quelques quelques dominos qui tombent, et d'autres arriveront. D'ailleurs, vous avez toujours, je vous invite à suivre la page en temps réel sur le site Cryptost. Vraiment bien fait, il y a tout, ils bossent bien, chapeau les gars, vous bossez bien, tout est à jour, toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes, une information arrive, alors maintenant les régulateurs se tournent s'intéressent au sujet, les régulateurs, les hommes politiques, et puis bon, vous allez voir que plusieurs sociétés vont se mettre sous le fameux Chapter 11, le régime des faillites états-uniens, qui permet de commencer à voir un peu ce qu'il y a dans les comptes et dans la trésor, et puis rembourser les principales personnes à rembourser. Bon, malheureusement pour FTX, il n'y aura pas grand monde qui sera remboursé tout de suite. Peut-être même pas ces prochaines années, mais bon, nous sommes toujours sous l'effet de ce signe noir. Ce signe noir, il faut lui briser les ailes. Pour l'instant, ces ailes ne sont pas brisées. Quand bien même l'hémorragie s'est arrêtée sur les retraits vis-à-vis des plateformes centralisées. Maintenant, il y a encore du pain sur la planche. Moi, je continue de dire que sur le plan technique, nous sommes soit sur un extrême bas, soit déjà dans un no man's land. Je continue de dire que nous sommes dans la vague numéro... Oui, je l'ai entendu. 5. C'est la dernière. La capitulation que tout le monde appelle de ses voeux sur le cours du Bitcoin, c'est quoi sa cible? Tout le monde appelle à 11-12 000 dollars. Tout le monde appelle à 11 ou 12 000 dollars. Et pourquoi? Je vais vous remontrer pourquoi. C'est une cible de prix que l'on trouve soit en retracement, soit en extension, soit en chartisme, soit en vague d'Elliott, soit ou que sais-je encore. Bon. Et quand on y sera, qu'est-ce qui se passe? Et comment on y va?
Vous faites quoi, vous, à 11 000 dollars? Et est-ce qu'on ira vraiment? Allez, on attaque. Quelques illustrations. Bon, j'espère que vous êtes toujours là après cette petite introduction. J'improvise un peu ce mardi. Enfin, j'improvise. J'ai quand même quelques notes. J'ai quand même quelques notes, l'histoire de ne pas faire de présentation qui soit trop brouillonne, pardon, pour vous. Alors, j'ai voulu commencer par un peu d'optimisme, enfin un peu de... Bref, une couleur qui réjouit les esprits en général, sauf si vous êtes vendeur. Car oui, on oublie qu'effectivement, en bourse, on peut acheter des fonds short, on peut short selling, on peut vendre à découvert, bon voilà, on peut gagner à la baisse. Et en tout cas, aujourd'hui, ceux qui jouent la baisse n'ont pas leur couleur favorite, le rouge. Et aujourd'hui, c'est du vert. Bon, c'est pas du vert qui a des conséquences techniques importantes, hein, autant le dire tout de suite. Alors, l'aspect cross-asset, on en reparle. C'est marrant parce que, enfin marrant, l'affaire FTX a eu lieu alors que Wall Street nous a fait 15% de rebond. L'affaire FTX a eu lieu alors, regardez ça, le contrat futur Eurostoxx 50, le benchmark institutionnel pour les actions européennes, 25% de rebond. On est carrément revenu au niveau de décrochage du déclenchement de la guerre en Ukraine. L'affaire FTX a eu lieu alors que le dollar nous fait sa première jambe de correction en 1 an et demi. L'affaire FTX a eu lieu alors que les taux d'intérêt ne montent plus, alors que la volatilité implicite des actions revient sur ses plus bas. L'affaire FTX a eu lieu alors que l'inversion de la courbe des taux atteint son plus bas extrême d'ailleurs. N'oublions pas les fondamentaux. Cette semaine, demain, mercredi, conférence de presse de Jérôme Powell, patron de la Fed. La question de savoir où sera le taux terminal de la Réserve fédérale des États-Unis. 2. L'inflation en Europe et aux États-Unis. Pour l'inflation, le CPI. Pour les États-Unis, le PCE. 3. Le rapport NFP aux États-Unis vendredi. Le rapport sur le marché du travail états-unien. Le thème du moment. L'inflation, bien sûr que ça reste un thème. Mais maintenant, le thème, c'est la récession. Tous ces indicateurs vont permettre de savoir si nous serons ou pas en récession. Alors, on s'est posé la question cette année, inflation, marché crypto. Bon, on a bien compris que le marché des crypto n'a pas été une couverture contre l'inflation. Voilà. Mais en récession, qu'en sera-t-il? Bon. En tout cas, ce sont les temps forts de la semaine. Ce sont les temps forts de la semaine et d'ailleurs, je voulais vous remontrer ce graphique où vous pouvez constater que l'inversion de la courbe des taux est sur son plus bas historique. Alors, c'est-à-dire que les taux à court terme sont supérieurs aux taux à long terme. Vous avez ici le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Si les négatifs, si la soustraction entre le 10 et le 2 ans est négative, c'est que le 2 ans est supérieur au 10 ans. J'en ai apporté la preuve ici. Le 2 ans américain étant à 4,43 et le 10 ans à 3,67. Ce graphique de gurufocus.com nous rappelle que l'inversion de la courbe des taux a prévu toutes les récessions américaines. Toutes. Oui, toutes. Mais rassurez-vous, le signe noir FTX a fait que maintenant le marché crypto a retrouvé son indépendance. Il n'est plus soumis aux corrélations. Plus dans le sens positif, il ne le sera plus dans le sens négatif. Il a ses propres problèmes à régler. Et d'ailleurs, on va regarder où est-ce que le marché en est par rapport à la résolution de ses propres problèmes à régler. Et pour ce faire, alors oui, cette semaine, donc vendredi, attention, hein, c'est le rapport NFP aux États-Unis, avec notamment la publication du taux de chômage américain, qui serait en train de faire un début d'inflexion haussière, mais ça a confirmé, c'est un temps fort pour la semaine. Alors, le marché où en sommes-nous? Attendez, j'avais préparé le graphique, je ne l'ai plus. Je suis sur coinglass.com, je vais aller vous chercher les datas, Exchange Balance. Donc, la thématique du moment,
ce sont les dépôts et les retraites des plateformes centralisées. Ça reste extrêmement volatile. Je zoome sur les datas court terme. Vous voyez, on n'est pas rendu... Voilà, il y a encore des gros mouvements dans tous les sens. Ça reste tendu. L'hémorragie des retraits, c'est quand même arrêté. Bon. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde Binance ou Coinbase Pro? Moi, je regarde les deux. Beaucoup de flux ont profité à Binance. D'ailleurs, le BNB a encore une configuration technique qui est supérieure aux autres, plus défensive. Mais en fait, le vrai retour de la confiance, notamment états-unienne, il faut regarder les chiffres de Coinbase. Il y a quand même un montant sur 30 jours de retrait qui est énorme. Ça commence à stabiliser légèrement sur 24 heures. En gros, lorsqu'il y aura vraiment un retour des capitaux vers Coinbase et qu'il n'y aura pas de divergence avec Binance, ce sera un bon indicateur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je surveille ça. Alors, cette semaine, c'est la clôture mensuelle, mes amis. C'est la nouvelle clôture mensuelle. Qu'est-ce qu'elle nous prévoit? Eh bien, ça peut être un peu complexe. Nouvelle clôture technique mensuelle. Je commence par ça. Déjà, la clôture mensuelle, c'est mercredi 30. Nous pourrions avoir à nouveau quelque chose qui est de l'inédit chartiste. Vous avez ici l'indicateur, la ligne de MACD en log, le LMACD, alors que le mois dernier avait vu une inflexion de l'histogramme, c'est-à-dire un ralentissement de l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal, rappelant les situations de mars 2015 ou de février 2019, là, le décrochage suite à FTX invalide l'inflexion, la réduction de l'écart, sauf d'avoir un fort rebond sous 24 heures. Donc ça, c'est pas top. Le RSI mensuel, écoutez, il faut l'accepter, mais il a cassé son support. Il est maintenant en no man's land technique. Et je vous ai déjà montré ça la semaine dernière, l'écart, une façon de représenter l'écart à la moyenne, le rate of change à 12 mois, qui n'est qu'à 2% de son plus bas historique. Mais là, le problème, c'est que la base de départ commence à diminuer. Bon. Bref, la clôture mensuelle, on n'est pas rendu. Alors, la lueur d'espoir, elle est toujours là. Vous avez sous les yeux la courbe qui représente le drawdown du Bitcoin par rapport à son ex-ATH. On peut faire l'analyse chartiste dessus sans souci. Enfin, en tout cas, moi, je fais de l'analyse chartiste sur tout ce que vous voulez. Enfin, dès lors que vous avez des datas, que ça peut se représenter graphiquement, j'en ferai. Parfois, il y a des choses marrantes comme ça qu'on peut faire avec l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est la capitulation? Ceux qui appellent la capitulation. Le décrochage à 12K, 11, allez 10, allez une mèche sous 10, pourquoi pas 6, allez 3, une mèche sous 3, 0. Bon, ceux qui veulent la capitulation, qu'est-ce que c'est? La capitulation, ça serait ça, briser ce support. Le support est à moins 80% depuis l'ex-ATH. Nous sommes actuellement à moins 76% depuis l'ex-ATH. La capitulation, ça serait ça. Un retour ici, à moins 95% depuis l'ex-ATH. Voilà. Ce qui appelle la capitulation, c'est ça. Le débat du moment, c'est est-ce qu'on stabilise là ou est-ce qu'on capitule? Mais est-ce que 80% de baisse depuis l'ex-ATH n'est pas en soi une capitulation? C'est vraiment le débat du moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, je viens d'envoyer la phrase que tous les youtubeurs envoient. Vous n'êtes pas obligé. Bon, enfin voilà, c'est le thème du moment. Alors, d'un point de vue du stock to flow modèle, je vous l'ai montré la semaine dernière, ne tenez pas compte de ça, c'est un bug. Nous sommes dans un écart historiquement bas vis-à-vis de la ligne stock to flow, dans une situation très similaire à ce que fut le cas de novembre 2011. Tant qu'on ne réintègre pas la bande basse, c'est compliqué. Mais ça rappelle à quel point nous sommes dans un écart qui pour certains est une opportunité de long terme.
D'ailleurs, en termes de volume, je me suis tourné vers les données du dernier rapport Commitment of Traders. Donc, ce sont les contrats futurs négociés sur un exchange en particulier, la bourse de Chicago, le CME, Chicago Mercantile Exchange. Et donc, les données des... alors, attendez, où est-ce que je suis là? Voilà. Les données des traders institutionnels, leverage fund, où nous avons quasiment un nouveau record historique des positions longues. Alors oui, les positions short aussi, mais on voit la bataille même au sein du camp institutionnel entre ceux qui pensent que la capitulation a déjà eu lieu et ceux qui pensent qu'elle n'a pas eu lieu. 12K $, l'évidence. 12 000 $, l'évidence. Une vague 5, un objectif de double top, un retracement, une zone chartiste, je vous montre. D'abord la zone chartiste, ici cours de clôture. Je passe en cours de clôture, tout le monde la voit. Elle est là, énorme zone de cours de clôture, 11 000 et demi, boum. Ensuite, la vague 5, son objectif usuel, extension de Fibo, top de la 1, bas de la 3, reporté à la 4, le 0,618, boum, 10 750. Ensuite, 0,618 de retracement de tout le bull market depuis la crise sanitaire, entre 3,8 et 70 000. 0,618, 11 650. Donc, 10 700, 11 750, la zone chartiste 11 500. On se fait un dernier petit plaisir. On se calcule l'objectif théorique du double top. Le 1 pour 1 est à combien? Le 1 pour 1 est à 11 900. Toutes les cibles théoriques. Toutes les cibles théoriques. Toutes les cibles théoriques mènent à 11 500. 11 000, 11 500. Voilà quel serait l'objectif de la capitulation pour ceux qui appellent à la capitulation. Allez, en bref, ETH, BNB et Matic. ETH en hebdomadaire. Alors, la capitulation sur ETH, c'est 700 $. C'est l'objectif théorique de la vague 5. Voilà, je fais l'équivalent. Si on capitule, c'est 700 $. Si on y va, moi, je serai le premier à rajouter quelques ETH à mon portefeuille. Pour ETH, en gros, soit l'hypothèse 1, la zone d'accumulation est déjà dedans, 1000, 1200, soit il manque la capitulation à 700 $. Je vous remontre l'Ishimoku Weekly sur ETH. De toute façon, il faut... un signal haussier, c'est redépasser les 1530. C'est aussi la Kijun. C'est l'ancien record historique. Voilà, bon, on a compris. Bref. Vous connaissez le topo, je ne vous apprends rien sur ETH. Alors sur BNB, ça se comporte bien, mais c'est normal, ce sont des gagnants. Ça a toujours tenu le bas de son range à 185-200. Ça s'accroche. Une fois les ailes du signe noir brisées, ce sera un des gagnants. J'ai toujours un Golden Cross qui est là. Bon. Le support. En gros, si ça capitule, BNB n'ira pas ou brièvement sous 200. Et si ça capitule pas, le support est à 260. En attendant, ça reste un range. Je n'ai rien à dire de plus. Matic, ça surperforme aussi, Matic. Allez, je vous donne un scénario hyper bullish. Une vague 1, une grande 2, une grande 3, une 4 en flat étendu. A, B, C. Et nous serions partis pour la 5. Bon. Notez le rôle de support de la moyenne mobile à 30 semaines. Et en journalier, un trading range entre MM50 et MM200.
Vous avez ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 semaines, ou 200 jours, vous voyez qu'elle fait support. On reste bullish tant que les 200 jours font support. Voilà mes amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. C'est pour moi la meilleure preuve que ces vidéos chaque mardi vous plaisent. Et si c'est le cas, et je continuerai à les faire chaque mardi. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Merci.